Maintenant, l'enjeu, c'est de voir un petit peu, l'indice de charge démographique, qui est une autre notion qui permet, de s'intéresser à la structure démographique par âge, et qui est, intéressante, hein, pour réfléchir à la composition, par âge d'une population. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'indice de charge démographique, hein? Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est par rapport, à l'exemple de la France, c'est par rapport à ce graphique. Hem, L'indice de charge démographique permet de mesurer la part de la population qui est en situation de dépendance par rapport au reste de la population. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle la situation de dépendance? C'est-à-dire qui est soit trop jeune, soit trop âgé pour travailler et subvenir à ses besoins. Donc, c'est pour ça des fois vous allez d'ailleurs trouver au lieu du terme d'indice de charge démographique, on va retrouver, le terme de taux de dépendance. Donc si on regarde la population, elle va être divisée en 3 catégories. Elle va être divisée par entre ceux qui ont entre 20 et 59 ans, des fois c'est 65 ans. Donc ça, c'est la partie de la population qui est en âge de travailler. Vous avez la population qui a moins de 20 ans, des fois c'est moins de 15 ans, hein, parce que ça c'est variable selon les pays, qui est la population qui, est trop jeune pour travailler, hein, qui fait ses études en général, et la population de 60 ans et plus, hein, des fois c'est 65 ans, qui est la population considérée comme trop âgée pour travailler. Et là, on va faire un calcul, on va calculer, quel pourcentage de la population est représenté par les personnes trop jeunes pour travailler, trop âgées pour travailler. Ici, ça va être 25 des gens ont moins de 20 ans, 23 plus de 60. Donc sur la population, heu, française, de 2010, hein, à fin 2009, de ce graphique, on a 48 des personnes qui sont considérées comme, pas en âge de travailler, alors que du coup, il reste 52 des personnes en âge de travailler. Et là, on divise, l'un par l'autre pour avoir le ratio, ce qu'on va appeler le ratio de dépendance, hein, l'indice de charge démographique, qui va être de 92. Et donc pour le comprendre, il faut avoir en tête que quand le résultat d'un indice de charge démographique est de 100, ça veut dire qu'il y a une personne en âge de travailler pour une personne dépendante. Ici, en France, à 92, on est proche donc de 100, donc ça veut dire qu'il y a à peu près une personne en âge de travailler pour une personne dépendante. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a à comprendre, hein. C'est vraiment le rapport entre les gens, on va dire, en âge de travailler par rapport aux gens qui ne travaillent pas. La critique à faire, vous l'avez eu un petit peu en creux quand je commentais les bornes, hein, c'est qu'il y a vraiment un problème du choix des bornes d'âge choisies, qui est très variable selon les pays. Ici, on a l'exemple, on va dire de 0 à 20 ans, puis les plus de 60 ans, mais il y a des pays où on commence à travailler plutôt autour de 15 ans, voire plus jeune, et des pays où on part à la retraite largement après 65 ans. Donc il peut y avoir des variations dans les bornes selon les pays et voilà, ça dépend aussi, hein, des individus. Mais ça permet d'avoir, un indicateur qui donne une idée, heu et qui permet de comparer les pays entre eux. Et donc si on regarde, cet indice de charge démographique dans le monde, hein, en 2017, bon, c'est une carte en noir et blanc, elle est pas très jolie, je l'ai prise dans un livre, mais elle permet de se rendre compte que quand vous avez, par exemple, ici, en noir, vous avez on va dire les zones où, il y a plus de 100 d'indice de charge démographique, c'est-à-dire que, il y a plus de personnes, on va dire dépendantes que de personnes en âge de travailler. Et on peut, regarder, hein, vous avez, en bas les chiffres, hein. En moyenne, dans le monde, vous avez 74, l'indice de charge démographique est de 74. Donc ça veut dire que vous avez en moyenne, heu, enfin, alors on peut pas trop parler de 3/4 de personnes, hein, mais pour 100 personnes qui travaillent, vous avez 74 personnes qui sont dépendantes, avec un maximum au Niger où vous avez 172, d'indice de charge démographique, donc pour 100 personnes qui travaillent, 172 personnes dépendantes et un minimum aux Émirats arabes unis à 25.
Pourquoi aussi bas? C'est parce qu'en fait, aux Émirats arabes unis, vous avez beaucoup d'immigration de personnes en âge de travailler, heu et une faible fécondité, donc beaucoup de gens en âge de travailler, peu de jeunes et pas encore beaucoup de personnes âgées non plus. Ce qu'on voit, c'est que là où, le plus fort ratio de dépendance, est localisé, c'est en Afrique subsaharienne, hein. Si on prend l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne, vous avez un ratio, de dépendance, hein, un indice de charge démographique de 131, heu, qui s'explique, non pas, par, la partie âgée de la population, mais au contraire par la partie très jeune, hein. On a une grande jeunesse de la population en Afrique et donc une chose qui est importante, hein, c'est que la charge démographique, elle est plus importante dans les pays pauvres, puisque l'Afrique subsaharienne, on est également dans la région la plus pauvre du monde, que dans celle des pays, riches. Donc on va dire qu'il y a un effet, hein, cumulatif des difficultés, hein, de développement où, il y a une plus grosse charge démographique alors que le pays est plus pauvre. Puisque évidemment, hein, je l'ai peut-être pas dit assez clairement, on va revenir, hein, mais il y a un coût, des infrastructures, hein, qui est lié aux personnes considérées comme dépendantes et c'est ce qu'on va voir, dans cette partie qui porte sur les implications, hein, de l'indice de charge démographique. Pourquoi c'est intéressant de savoir, quel est l'indice de charge démographique? Eh bien, c'est parce que, il y a une influence directe sur la politique sociale du pays et les besoins auxquels cette politique sociale doit répondre. Heu, Petit point de vocabulaire. Lorsque l'indice de charge démographique, défend surtout des plus jeunes, donc par exemple, on l'a vu, c'est le cas de l'Afrique subsaharienne, on va parler de dépendance junior. Dépendance junior, donc des jeunes et quand l'indice de charge démographique dépend surtout des plus âgés, c'est le cas par exemple en Europe de l'Ouest ou au Japon, on va parler de dépendance senior pour les personnes âgées. Or, la dépendance junior et la dépendance senior, c'est pas la même implication et on va commencer par regarder, l'indice de dépendance junior, donc le nombre d'enfants âgés de moins de 20 ans par rapport au nombre d'adultes qui ont entre 20 et ici 65 ans, hein. Je vous ai dit, il y a des petites variations selon les statistiques que vous trouvez. Donc, comme vous le voyez ici, hein, l'indice de dépendance junior, il touche surtout le continent africain, hein, très nettement par rapport aux autres continents. Et ce que ça implique, c'est que, il va y avoir, des besoins d'investissement dans des infrastructures, hein, qui vont être liées à la santé, par exemple, des maternités, mais aussi, des infrastructures scolaires, hein, puisque ces jeunes-là, il va falloir, les éduquer, donc des écoles, des collèges, des lycées et cetera. Donc ça, c'est les premiers points, c'est les investissements dans les infrastructures et aussi, dans, les personnes qui vont faire, tourner ces infrastructures. Mais ça, c'est quand ils sont jeunes, puis, au fur et à mesure, cette forte proportion de personnes jeunes va devenir de plus en plus âgée et notamment va avoir besoin d'accéder au marché du travail. Et ça, c'est une autre charge importante, c'est qu'il faut que l'économie puisse créer suffisamment d'emplois lorsque ces jeunes entrent sur le marché du travail. Donc il y a un autre enjeu, on va dire de l'indice de charge junior, c'est, le besoin, d'emploi pour répondre, aux demandes, hein, sur l'accès au marché du travail quand ces jeunes arrivent en âge de travail. Ce qui explique pourquoi, les pays en développement, hein, souvent connaissent de forts taux de chômage. C'est aussi des enjeux démographiques, où l'économie ne parvient pas à suivre forcément, l'accroissement de la population et la forte proportion de jeunes. Si on regarde, la dépendance senior, donc ici, ça a été aussi calculé sur les plus de 65 ans, donc là, vous avez la population âgée de 65 ans et plus en pourcentage de la population totale. Donc une proportion élevée, de personnes âgées implique également des investissements importants. Donc on retrouve effectivement des infrastructures, par exemple, des hôpitaux, des maisons de retraite, mais aussi, la question des pensions de retraite, puisque, alors ça concerne pas tous les pays. Ça concerne les États
qui ont une politique, de redistribution, sur la retraite. Donc c'est pas les pays pauvres en général, hein, où on va avoir une situation où les personnes âgées travaillent tant que leurs capacités physiques le permettent et ensuite c'est la famille, qui prend en charge, la personne âgée. Mais, pour, une partie des pays, du monde, hein, vous allez avoir, des systèmes de retraite fondés sur ce qu'on appelle un système de solidarité, collective. Donc, c'est-à-dire que l'État, hein, va, cotiser, c'est-à-dire en général prendre sur le salaire des personnes qui travaillent pour le redistribuer aux personnes qui ne travaillent pas. C'est une des manières de financer les retraites, enfin qui ne travaillent plus, hein, bien sûr et donc ça permet de garantir une pension de retraite aux personnes qui sont trop âgées pour travailler, et c'est d'autant plus important que, on voit reculer dans plusieurs États du monde, hein, ce qui est traditionnellement la solidarité familiale, le fait que la famille prenne en charge, la retraite et donc c'est l'État, en fait, qui vient compenser. Mais si la proportion de population âgée, augmente, la charge des pensions de retraite pour l'État augmente et donc c'est un coût important, à prendre en compte et donc c'est pour ça qu'il y a des implications aussi pour la charge de dépendance senior. Donc voilà pour l'indice de charge démographique. Hem, un dernier point que je voulais aborder, sur la question des structures démographiques en fonction de l'âge, c'est le vieillissement de la population puisque, vous l'avez ici, hein, dans le titre, hein, on constate un vieillissement à l'échelle mondiale. C'est-à-dire ça ne concerne pas, bien sûr, tous les pays du monde, mais on constate quand même que la dynamique globale, elle va vers le vieillissement de la population. Et ça s'explique, parce qu'il y a à la fois une baisse de la natalité, donc moins de jeunes, donc proportionnellement dans la population, les jeunes prennent moins de place, mais aussi des progrès dans l'espérance de vie qui font que les gens vivent de plus en plus âgés. Donc ça, c'est le vieillissement de la population qui se voit par exemple là, en dernière phase de transition démographique. Si on regarde l'âge médian de la population, par continent, donc déjà, petit point, l'âge médian, c'est-à-dire que 50 de la population a plus et 50 de la population a moins. C'est différent de l'âge moyen, où là, on prend tous les âges qu'on divise par le nombre de personnes. Le problème quand on utilise l'âge moyen, c'est que, les âges les plus élevés, ils contribuent à faire augmenter la moyenne. Donc l'âge médian, en fait, est, plus adapté, pour évaluer l'âge et d'ailleurs, c'est pareil, quand vous voulez étudier les revenus, le f les revenus très élevés font augmenter la moyenne des revenus, donc c'est plus représentatif d'étudier, les revenus médians, c'est-à-dire 50 de la population gagne moins d'argent et 50 plus. Voilà, donc je reviens donc sur l'âge médian, hein, 50 gagnent plus, est plus âgé, 50 est moins âgé. Et on voit donc que cet âge médian, après une légère descente jusqu'aux années 70, il remonte depuis les années 70 dans le monde, hein. J'ai encadré le monde, celui qu'on regarde en priorité, donc en bleu foncé. On constate, hein, ça traduit un vieillissement de la population mondiale qui s'accélère, à partir des années 2000. Pour vous donner la comparaison, hein, en 1970, l'âge médian, donc la moitié de la population du monde a moins de 21,5 ans et l'autre moitié plus, alors que quand on regarde aujourd'hui, l'âge médian, il est de 30 ans, 30,4, donc la moitié de la population a moins de 30 ans et l'autre moitié en a plus. Heu voilà et si on reste sur l'idée du vieillissement, hein, les projections qui sont faites par les Nations unies, elles estiment que les plus de 60 ans, ils vont représenter en 2050 22 de la population totale, donc un peu plus d'un cinquième de la population totale. Donc voilà, ça c'est le constat un peu du vieillissement. Mais ce vieillissement, bien sûr, il n'est pas uniforme à l'échelle du monde et on constate de fortes disparités régionales, hein, régionales dans les différentes régions du monde. Donc on peut voir ici, par exemple, c'est une carte de 2015 qui montre l'âge médian dans le monde et qui montre que le vieillissement de la population mondiale est inégal, avec des contrastes très forts que souvent on peut lier avec l'inégale avancée dans la transition démographique. Donc quand
la transition démographique est terminée, il y a un vieillissement fort. Quand elle est au début, au contraire, on a encore une population plutôt jeune. Pour les extrêmes, si on regarde l'âge médian, le pays où l'âge médian est le plus élevé au monde, c'est le Japon, hein, avec 46,5 ans, et l'âge médian le plus bas, c'est le Niger avec 14,8. Donc vous avez, un écart très fort en fait, hein, si on regarde la structure démographique par âge entre ces 2 pays. Ça, c'est une première disparité, c'est l'âge médian. Il y a une deuxième disparité entre les pays qui est intéressante à regarder, c'est la vitesse du vieillissement démographique. Et ça, c'est ce graphique qui va nous montrer, la vitesse du vieillissement démographique. Alors, je prends juste le temps de l'expliquer un petit peu, parce qu'il est assez compliqué à lire, mais il est très intéressant. Il montre, le temps, le nombre d'années, qu'il a fallu pour chacun des pays présentés ici, pour que la proportion de personnes de plus de 65 ans passe de 7 à 14. Donc par exemple, en France, il a fallu, 114 ans, donc c'est le record, hein, pour que, les 65 ans, qui étaient 7 dans la population à peu près en 1960, passent à 14 dans la population 114 ans après. Et donc la longueur, de la ligne ici montre l'ampleur du temps qu'il a fallu pour le doublement, de la population âgée. Et ce qu'on voit en fait, hein, c'est que, le vieillissement de la population est beaucoup plus rapide pour, les pays, qu'on va appeler les pays en développement, que pour les pays anciennement industrialisés, hein, comme, bah, là, ceux que vous avez, hein, ceux qui en général ont eu au début, hein, plus tôt également, qui ont, dans l'ensemble mis, plus de 40 ans. Alors que si on regarde les pays, qui se sont industrialisés plus récemment, vous voyez que les chiffres, hein, qui sont donnés, tournent plutôt autour des moins de 30 ans pour doubler la population. Donc il y a vraiment un enjeu que la population est beaucoup plus rapide et donc si le vieillissement est plus rapide, la pression est plus forte sur les enjeux liés, au vieillissement de la population, donc la création d'infrastructures et la mise en place du système de retraite. Donc voilà, faut pas juste regarder l'âge médian, mais à quelle vitesse il y a ce vieillissement de la population. Et donc pour terminer, sur la question de la structure démographique en fonction de l'âge et sur le vieillissement de la population, je voulais faire un peu, une étude de cas sur le Japon, puisque on l'a vu, c'est le pays où l'âge médian est le plus élevé et donc c'est là où on voit, le plus les conséquences et les enjeux, liés au vieillissement de la population. Et donc effectivement, si on regarde la pyramide des âges du Japon, on voit que la base est très fine, mais que le haut, au contraire, est très large par rapport à toutes celles qu'on a vues, auparavant. Et si on regarde les chiffres, hein, l'âge médian, on l'a dit, il est à 46,5 années, donc plus de la moitié des gens ont plus de 46 ans. Et si on regarde les plus de 65 ans, ça représente 27,2 de la population, donc plus d'un quart de la population, hein, qui a plus de 65 ans. Et ça a prévu de continuer à augmenter. Les prévisions pour 2065, pour le Japon, ce serait que 40 de la population a plus de 65 ans. Donc on a le constat d'un vieillissement fort. On va s'intéresser aux causes, hein. Les causes, c'est que, bah, d'abord la transition démographique est, achevée. Donc on est sur un régime post-transitionnel avec une faible natalité et une faible mortalité. Donc il y a moins de naissances que de décès et c'est ce qu'on voit sur ce graphique, hein. Les décès sont en augmentation alors que les naissances sont en diminution. Alors, juste petit point, si les décès augmentent, c'est pas parce que, c'est pas parce que l'espérance de vie diminue, c'est juste comme il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a de plus en plus de gens qui meurent en chiffres, hein, ils sont plus nombreux à mourir, mais ils peuvent mourir plus vieux quand même. Donc je vous ai mis des chiffres, hein. En 2018, 11 décès pour 1000 habitants, alors qu'il y a que 8 naissances pour 1000 habitants pour l'année 2018. Hem Donc s'il y a cet effondrement des naissances, j'ai repris un graphique qu'on a déjà vu, mais cette fois c'est pas, l'année du cheval de feu qui nous intéresse, mais cette courbe, qui descend de manière
extrêmement rapide après la 2e guerre mondiale, hein, là où il y a pas de statistiques, c'est pendant la 2e guerre mondiale. Suite à la 2e guerre mondiale, une un effondrement de la population, de la natalité, pardon, qui est lié à plusieurs choses, hein, qui est lié, bah, au contexte, économique, hein. On a dit toute période de crise économique et sociale amène à une baisse de la natalité, mais il y a aussi une politique de réduction des naissances qui est menée par l'État et qui se fait en parallèle d'une politique d'eugénisme. L'eugénisme, c'est-à-dire, le fait de vouloir, sélectionner les naissances. Heu par exemple, hein, la loi rend obligatoire la stérilisation forcée et l'avortement de toute personne présentant des handicaps. Donc en 1955, par exemple, il y a 38 000 stérilisations, forcées, de personnes présentant des handicaps bah, en 1957, pour 100 naissances, il y a 70 avortements. Donc on a une politique, bah, de réduction des naissances qui est très forte à partir des années 70, on parle de d'hiver démographique, hein, pour dire que ça continue en fait à avoir une baisse de la natalité cet hiver démographique, il est lié à plusieurs causes. Par exemple, une des causes, c'est une évolution culturelle. Il y a un recul du nombre de mariages. Il y a de moins en moins de gens qui se marient, souvent pour des causes, des raisons un peu financières, par exemple, on en reparlera juste après. Mais comme les naissances hors mariage sont quand même mal vues, bah, s'il y a moins de mariages, il y a aussi moins de naissances une autre cause, c'est, une cause économique qui va être liée à la précarisation de la population. Puisque souvent, à 70 les japonaises arrêtent de travailler à la naissance de leur premier enfant. Bah, pour pouvoir arrêter de travailler, il faut gagner assez, pour le conjoint, pour pouvoir, bah, assurer seul, la vie du foyer les élever les enfants. Mais il y a une augmentation des emplois précaires donc, bah, il y a des gens qui ont juste plus les moyens, ne souhaitent pas, en tout cas pensent qu'ils n'ont pas les moyens, de faire des enfants. C'est pas quelque chose qui est propre au Japon, hein, qui se retrouve dans d'autres pays, mais ça fait conduit à la baisse de la natalité, c'est aussi les conditions économiques. Pour le Japon, en plus, ce n'est pas compensé par, la migration parce que dans des États où il y a un vieillissement de la population, comme par exemple en Europe de l'Ouest, il y a aussi une migration qui fait que la population ne diminue pas. En revanche, c'est le cas au Japon et on a, des prévisions, hein, de diminution, de la population, hein. Vous avez à droite ici une augmentation de l'indice de charge démographique, qui relève, qui est porté vraiment par, l'indice de charge démographique, hein, senior, par les plus de 65 ans, dont vous voyez l'augmentation très forte dans le pourcentage de la population. Donc, de conséquence, hein, augmentation de l'indice de charge démographique et diminution de la population. Le terme de dépeuplement est des fois, employé, puisque en fait, le fait qu'il y ait une diminution de la population, cela veut dire que dans certains espaces, dans certains territoires, voire parfois dans des villes entières, il y a des gens qui partent en fait, des villages qui disparaissent. Il y a des services qui sont fermés, par exemple des universités, puisqu'il y a de moins en moins de jeunes. Heu le mot «crise nationale», hein, pour parler du déclin démographique est employé par le Premier ministre en 2019. Donc voilà, c'est un enjeu important. Hem, D'autres conséquences, qui sont liées, ce vieillissement de la population au Japon, c'est le coût économique, qui est élevé, puisqu'il y a une hausse des dépenses de sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, ça va être les dépenses de santé prises en charge par l'État, hein. En 15 ans, la sécurité sociale le coût a été multiplié par 2 et représente un tiers du budget de l'État. Puisqu'en fait, il y a eu une augmentation très forte des maladies liées à l'âge, hein, les personnes âgées sont plus malades, donc ça coûte plus cher de les soigner. Mais aussi, les dépenses, elles augmentent parce qu'il y a une augmentation du coût du financement des retraites, donc ça coûte plus cher à l'État aussi, toujours sur les dépenses, le besoin de financer des infrastructures, des hôpitaux, des maisons de retraite
Donc ça, c'est tout l'aspect dépenses, qui a un coût économique élevé, mais il y a aussi en fait, des difficultés économiques qui vont être liées au manque de main-d'œuvre. Il y a de moins en moins de personnes en âge de travailler et donc ça va réduire les rythmes de production. Donc ça, c'est un point important. Dans les conséquences, on a également la question de la dégradation des conditions de vie des personnes âgées, puisque, on l'a dit, il y a un coût économique élevé, le départ à la retraite se fait de plus en plus tardivement. Les personnes âgées, sont aussi des personnes qui sont le plus souvent seules, donc il y a, suite au décès du conjoint, des amis qui sont dans la même tranche d'âge, donc il peut y avoir une détresse psychologique. Qui va s'ajouter au problème de précarisation, hein, de fragilité financière, puisqu'il y a des difficultés de financement des retraites, qui va et donc cette précarisation peut se traduire par un retour sur le marché au travail pour certains, alors qu'ils sont très âgés, donc des risques pour leur santé. On retrouve aussi une augmentation des petits délits, c'est-à-dire des vols, par exemple, des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter à manger, qui vont voler. En 2010, un quart des vols sont commis par des retraités, hein, au Japon, et donc une augmentation du nombre de personnes âgées en prison. Voilà, une situation, qui peut être difficile. Faut aussi voir les points positifs, hein, là on a vu surtout les points négatifs. Il y a une restructuration de l'économie, se fait autour des secteurs économiques liés aux personnes âgées. On va parler de silver economy, silver, argent en anglais, hein, qui est l'économie liée aux personnes âgées et qui en fait vont créer, des emplois, et de la production, en liés aux produits, destinés aux personnes âgées ou aux services destinés aux personnes âgées. Et par exemple, au Japon, en 2050, hein, on estime qu'un quart de la population active travaillera dans les services ou soins médicaux aux seniors. Donc beaucoup d'emplois qui sont liés aux services aux personnes âgées. Mais ça entraîne aussi de l'innovation technologique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, des capteurs, des prothèses, hein, donc des de l'innovation qui est liée aux besoins, de cette population. Et puis, il ne faut pas oublier que les personnes âgées, ce sont aussi des consommateurs et donc il y a des secteurs comme le tourisme, qui vont être dynamisés, en fait, par cette augmentation du nombre de retraités ou des secteurs très spécifiques, hein, et je vais finir cette, étude de cas sur le Japon, en vous disant qu'actuellement, au Japon, il y a plus de couches pour adultes qui sont vendues que de couches pour bébés. Donc les secteurs de l'économie spécifiques aux personnes âgées, se développent, hein, par rapport à ça.